jamais commencé. Voilà. Après 40 minutes d'essai. On est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la fois dernière en bio? C'est parti. Ouais. On parlait des cellules. Vous ne l'avez pas encore. On a parlé de quoi? Cellules. On a parlé des cellules, effectivement. Qu'est-ce qu'on a dit sur les cellules? Oula, oula, avec les masques, j'entends rien. Les types. Oh, avec le bruit, j'entends rien. Alors, il faut choisir. Dites-moi. Les types de cellules. Type de cellules, qu'est-ce qu'on avait comme type de cellules? Prokaryotes. Prokaryotes et eukaryotes, c'était quoi la différence majeure? La taille. Redis-moi ça. Les prokaryotes sont plus petits. En taille, souvent les prokaryotes vont être plus petits que les eukaryotes, oui. Le noyau. C'est surtout la présence du noyau, hein. C'est comme ça qu'on le détermine assez facilement. Il y en a une sans noyau et une avec noyau. Ok? Alors ensuite, on a. Donc ça, c'était les deux types de cellules. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On parlait des eucaryotes, végétales et animaux. Dans les eukaryotes, on avait des végétaux et des animaux. Quelle était la grande différence entre végétaux et animaux? La structure, madame. La structure, oui. Après, il y a plein de similitudes, surtout dans la structure. Mais quelle est la grande différence? C'est le végétal spot de. C'était cette vacuole hein, qui était énorme là, hein, une grosse bulle d'eau au centre, et liée au fait qu'elle ne pouvait pas se déplacer vers l'eau, et donc du coup, effectivement, une sorte de gros réservoir effectivement qui peut gonfler et dégonfler. Donc ça, c'est ce qu'on a vu pour la cellule végétale. On a vu autre chose, il y a un organite. Alors les organites, c'est bien des parties, c'est comme les organes qu'on a nous, mais là c'est les organes de la cellule, donc c'est des parties de la cellule, les organites de la cellule. Quel organite est chez les plantes, existe chez les plantes et qui n'est pas chez les animaux? Dans les eucaryotes plantes et animales, il y a une grosse différence. Qu'est-ce que font les plantes que nous ne faisons pas? La photosynthèse, hein, donc les chloroplastes. Hein, l'organique qui s'occupe des chloroplastes, il est présent chez les plantes et pas chez le règne animal. Donc du coup, ça c'était pour et alors pour ceux qui ont un doute, on est dans le règne animal. Hein. Donc les cellules, nous on fait partie du règne animal. Donc dans les cellules, nos cellules elles correspondent, à chaque fois que je dis cellules animales, les cellules humaines elles sont identiques. Hein. Elles sont comme ça. Alors donc du coup, on va avoir règne animal et règne végétal, présence de chloroplastes. On a vu par contre dans le schéma, je vais quand même le faire sous les yeux parce que ça va être plus simple pour vous rappeler. Ok. Donc, animal et végétal. Et on avait vu donc, la présence des chloroplastes. Par contre, il y avait des points communs, évidemment. Hein, la présence du noyau, les réticulums, l'appareil de Golgi, hein, qu'on a des deux côtés. Et ça, c'était quoi? Les mitochondries, hein, siège de la respiration. On l'a déjà vu dans tout ce qui était respiration cellulaire. Et donc, les mitochondries, on avait dit qu'il y en avait deux. Et j'avais fait une remarque par rapport à ça, mitochondries et chloroplastes. C'était quoi? C'était que les mitochondries libèrent le CO2 pour que le chloroplaste produit le sucre. Ouais. Donc on va avoir la mitochondrie, la respiration cellulaire, ça va dégager du CO2, alors que les chloroplastes, elles vont consommer du CO2 et faire du sucre. Par contre, c'est pas une chaîne directe, hein, c'est pas lui qui fournit. Les chloroplastes, elles vont surtout se fournir à l'extérieur. Ok? Et on avait du coup dit, quand la photosynthèse s'arrête, donc la nuit, hein, on avait dit qu'il fallait de la lumière pour la photosynthèse, la nuit, quand il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a que la respiration qui a lieu. La respiration qui est la même que pour nous. Hein. Ok? Donc les plantes, elles produisent du CO2 la nuit. On a dit que c'était une histoire de bilan. Et puis on était passé à quoi? Ça, c'est les cellules. Puis on a fait, on commence à décortiquer les cellules. De quoi est-ce qu'on a parlé en premier? La membrane, effectivement. Donc on est parti sur tout ce qui était membrane plasmique, hein, cette double couche de phospholipides avec mes fameuses protéines qui traversent. On a parlé du rôle de la membrane, de sa composition. Ok.
Et cette histoire de fluidité, qu'est-ce qui allait altérer la fluidité ou changer, modifier un petit peu la fluidité, c'était quoi? Le cholestérol, la présence de cholestérol qui va effectivement permettre de réduire les mouvements et donc ne pas le rendre trop fluide, mais aussi éviter quand il fait trop froid la compression possible et donc éviter que ça devienne dur. Okay, donc ça ne devient pas solide et ça ne devient pas trop liquide. Donc c'est ce qui maintient la membrane dans ce côté un peu gélatineux comme ça entre le liquide et le solide. Alors, la membrane, on avait parlé de ses composants et dans ces composants, on a parlé, c'est pas dans ce slide-ci, des fameuses glycoprotéines, glucides et protéines. Hein. Et ces glycoprotéines, je vous ai dit, elles vont former comme ça au pourtour de la cellule aussi une sorte de réseau, une sorte de forêt hein, de glucides comme ça, qui va permettre, dans certains cas, et dans le cas particulier ici de l'œil, on avait vu qu'au niveau des épithéliums, eh bien, pour maintenir le film lacrymal au bord de la cellule, ça a été bien lisse, quelque chose de liquide, ça glisserait dessus à chaque fois. Hein. Et donc pour que ça soit maintenu au niveau de la surface, qui est une surface verticale, eh ben, on va avoir cette fameuse forêt, si vous voulez, de sucre qui va du coup garder, j'avais fait la comparaison avec le fond marin, hein, en disant il y a moins de courant là, l'eau reste stagne un peu comme ça dans ces forêts de corail ou d'algues. Là c'est la même chose, sauf que c'est des chaînes de sucre qui vont permettre de maintenir comme ça cette eau, ce film lacrymal à proximité du tissu épithélial pour qu'il ne s'assèche pas. Okay, donc ça c'est de nouveau une autre fonction de la membrane. On a dit qu'elle était donc composée de phospholipides. Je vous avais expliqué que les phospholipides c'était un peu la base de la vie. Donc c'est ce qui va permettre de différencier le milieu intérieur du milieu extérieur. Hein, c'est le début de la cellule, quoi. Mais pas que. Hein, cette membrane, ok, elle est faite de phospholipides, donc avec de l'eau à l'extérieur, de l'eau à l'intérieur. Ça délimite, mais il y a quand même des échanges qui doivent se passer. Il y a des connexions qui doivent se passer. Donc cette membrane, elle ne sert pas seulement à délimiter un milieu intérieur et un milieu extérieur. Résultat, on va regarder de plus près les protéines qui sont dedans. Donc les phospholipides, c'est surtout cette séparation. Et les protéines, elles vont avoir des rôles divers. Dans les rôles qu'on a vus, on a vu un rôle de transport, mais on ne l'a pas encore vu pleinement. Mais on a vu, j'ai parlé des aquaporines. Les aquaporines, c'est quoi? Aquaporine. C'est dans le mot, hein, cherchez pas midi à 14h. Aqua, c'est quoi? L'eau. L'eau, ok. Et porine, c'est un pore, donc c'est un trou. Et donc on va avoir les aquaporines qui vont être des trous dans la membrane pour faire passer l'eau. Okay. Donc les aquaporines, c'est justement une protéine particulière, c'est comme des pailles quoi, qui traversent comme ça la membrane et qui permet le passage de l'eau, spécifiquement de l'eau. Donc on va avoir des protéines qui permettent un transport de certaines molécules ou de certains ions. On va avoir des protéines qui vont permettre une bonne adhésion sur les surfaces. Donc on avait dit les tight junctions qu'on avait vu dans les tissus épithéliales en physio. Eh bien, les jonctions serrées, c'est bien deux protéines qui fusionnaient. On a vu que c'était aussi un lieu de réception d'informations. Donc une protéine extérieure, souvent une glycoprotéine, hein, et qui recevait, du coup, qui était une sorte de récepteur et qui recevait un message de l'extérieur et qui transmettait ce message à l'intérieur. C'était aussi la signalisation de la cellule, c'est-à-dire sa carte d'identité. Et on avait parlé du fait qu'on avait sur toutes nos cellules cette même protéine de surface qui permettait de nous reconnaître. On en a parlé en physio, il me semble, c'était pas en bio. Dans protéines de surface, on a parlé de quoi en physio? De reconnaissance du moi et du pas moi. On a parlé du soi et du non-soi, mais sur quelle cellule particulière on a parlé des protéines extérieures qui permettaient la reconnaissance ou la non-reconnaissance? C'est pas les lymphocytes. Les autres. C'est sur les globules rouges. On a parlé des transfusions sanguines. Sur les globules rouges aussi, on va avoir des marqueurs, des protéines comme ça sur cette membrane. Et ces protéines, elles vont permettre de dire c'est du A, c'est du B. Donc je vous ai dit pour le sang, c'est un peu moins spécifique, mais le reste de vos cellules, pour les globules rouges, pour le reste de vos cellules, c'est hyper spécifique. Et on verra que ça a du coup un rôle à jouer très important dans les dons de greffe, dons d'organes, les greffes, les dons d'organes plutôt, pas les dons de greffe,
Donc les dons d'organes, c'est-à-dire que si une cellule n'appartient pas au toi, elle est reconnue par ton système immunitaire, qu'on verra en physio, comme étant du non-soi. Donc, gros rôle de carte d'identité de la cellule. C'est bien à moi qu'appartient cette cellule. Et la connexion avec le cytosquelette, c'était de dire, finalement, elle maintient des choses à l'intérieur aussi à leur place. Okay, ces protéines, elles vont de l'extérieur à l'intérieur, elles permettent de maintenir les choses en place. Le cytosquelette qu'on voit dans une illustration juste après. Donc, ça c'était pour les illustrations. Transport, ici, passif, sans énergie. Et ici, on voit qu'il y a une autre possibilité avec un besoin énergétique. Donc ça, c'est le transport actif. Mais c'est donc toujours des protéines de transport. On avait vu aussi les enzymes, où je vous avais dit, ça se situe à la chaîne sur la membrane, tout simplement pour qu'elles soient bien l'une à côté de l'autre et que ça se passe bien en chaîne. Hein, pour pas que ça flotte comme ça dans le cytoplasme. Elles sont fixées dans la membrane, comme ça elles ne bougent pas, et c'est des réactions qui vont avoir lieu en chaîne. Les réceptrices, on l'a vu, donc des signaux extérieurs. L'adhérence des cellules, les fameuses jonctions serrées, la reconnaissance du soi et du non-soi, et ici, cette fameuse capacité à maintenir le cytosquelette et donc à maintenir les choses en place entre l'intérieur et l'extérieur. Ça fixe un petit peu les éléments à l'intérieur. Au niveau du transport, on avait vu, on a terminé là-dessus, la diffusion, et on a parlé de la perméabilité de la membrane. Okay. Perméabilité de la membrane, c'est le fait que certains éléments peuvent traverser. Donc, vous avez tous une veste imperméable, rien ne traverse, et quelque chose de perméable, ça veut dire qu'il y a des choses qui traversent. La membrane plasmique, elle va être perméable aux lipides, donc les graisses. Ça, ce qui semble assez logique, c'est une graisse, les graisses se fondent dans les graisses. On est tous d'accord avec ça. L'eau, on a vu en début d'année, donc je vous avais dit que je ne vous racontais pas tout ça pour rien. L'eau, on avait vu en début d'année que c'était une molécule qui est de la chimie minérale, mais qu'est-ce qu'elle avait de particulier, H2O? Elle est polaire. Donc c'est une molécule polaire, ok? Et vous avez déjà tous vu que l'eau et l'huile, c'est pas terrible. Donc l'eau et les graisses, c'est pas terrible. Et on a vu que la membrane plasmique, c'est des phospholipides, donc ce sont des graisses. Donc on comprend assez facilement que les lipides, donc les graisses, vont facilement traverser cette membrane, sans aucun problème, mais que par contre, les molécules polaires telles que l'eau ne vont pas traverser cette membrane. On voit que l'eau et les graisses, elles se rejettent. Hein, et c'est pour ça qu'on a une double couche, on avait dit avec ce truc polaire, en disant il y a une partie qui n'aime pas l'eau, une partie qui aime l'eau. Mais donc toutes les molécules polaires, elles ne traversent pas bien les graisses. Du coup, ça va être perméable aux lipides, donc les lipides vont pouvoir rentrer facilement dans la cellule, alors que les molécules polaires, elles ne rentrent pas facilement. Elles ont besoin d'un coup de main. Le coup de main, ce sont justement nos protéines. Hein, on a dit qu'on avait des phospholipides et des protéines. Là-bas, c'est nos protéines. Premier exemple, les aquaporines, des protéines qui, elles, laissent passer l'eau. Et on en verra plein d'autres. Mais par contre, cette diffusion qu'on voit où les graisses, elles passent à travers la membrane, il n'y a pas que les graisses, il y a d'autres éléments, des molécules qui ne sont pas polaires. Par exemple, une molécule qui ne serait pas polaire, ce serait quoi? Pas polaire, ça veut dire pas chargée. Une molécule chargée, elle est d'office polaire. Puisqu'elle est soit de plus, soit de moins, donc elle a déjà un pôle positif ou un pôle négatif. Une molécule qui serait neutre, et on avait vu que H2O, c'était pas neutre, parce qu'il y avait un angle, hein, et que du coup, les charges négatives allaient plutôt d'un côté ou de l'autre. Un truc typiquement qui n'est pas polaire, c'est O2. O2, c'est quoi comme molécule? C'est deux atomes d'oxygène qui sont liés. Ok? Donc, quelque part, les électrons, leur liaison, elle est neutre, puisqu'il n'y en a pas un qui tire plus que l'autre. Ils tirent les deux avec la même force, c'est deux fois le même atome. Okay, donc, les liaisons, elles sont plutôt équivalentes. Donc, il n'y a pas un endroit où on va retrouver pratiquement tous les électrons et donc toutes les charges négatives, et un endroit où on va pas les trouver. C'est ce qu'on avait eu pour H2O. H2O, on avait dit que c'était de l'eau, oxygène, avec du H et du H. Et on avait dit, celui-ci, en fait, il attire les électrons plus fortement que le H. Et donc, les électrons, ils vont plutôt se diriger vers ici, quoi. Ils sont plutôt de ce côté-ci, vers l'oxygène. Donc, on a une charge plutôt négative en haut et plutôt positive ici. Ça donnait donc un côté un peu aimanté à l'eau. Ici, il n'y a pas. Hein. C'est deux atomes identiques, donc ils attirent les électrons avec la même force. Donc, ils partagent
ils partagent les électrons de manière complètement équivalente. Résultat, l'O2, l'oxygène, eh ben, il peut traverser la membrane sans avoir besoin d'une protéine pour passer. Il n'est pas polaire, c'est une molécule qui n'est pas polaire. Mon PC est en train de s'éteindre. C'est pas ma journée. Je sens que ça va être long. Je sens que ça va être même très long. Alors, c'est parti. Oh, c'est urgent. Ah ouais, ça y est, il est en train de tout fermer. Hop. Et ça projette plus. Et ça projette plus. Ok. Bon, on en profite pour vérifier si ça enregistre toujours. Ça a l'air d'enregistrer toujours. Touk touk touk. Donc. L'idée, c'est donc bien qu'on va avoir tout ce qui n'est pas polaire, ça va pouvoir traverser cette graisse, mais c'est une diffusion, c'est un transport, un type de transport qui est assez lent. Okay. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il ne demande pas d'énergie. Ça passe à travers, ça ne demande pas d'énergie. Ça marche? Que ce soit la diffusion simple ou la diffusion facilitée. La diffusion, on va le voir juste après. Ici, on est dans la diffusion facilitée. C'est-à-dire que ça passe à travers sans avoir besoin d'énergie, mais par contre, ça a besoin de protéines. Okay. Donc deux types. La version ça passe à travers la membrane directement, c'est pour les molécules apolaires, enfin qui ne sont pas polaires, et les graisses. Et les autres, elles vont devoir passer par des protéines, hein, que ce soit comme ici des aquaporines. Ici on est dans de la diffusion facilitée, et ici aussi avec les perméases. Donc que ça fonctionne comme une paille où ça passe à travers, ou bien comme quelque chose qui va s'ouvrir comme ça, comme une sorte de barrière qui s'ouvre et qui se ferme. Tant que ça n'a pas besoin d'énergie, on est bien dans la diffusion. Et ici, facilité. Une fois que ça donne une protéine, c'est une diffusion facilitée. Ça ne passe pas tout seul, elle est facilitée par une protéine. Ça marche? Donc la diffusion simple, c'est ici en gros, hein, c'est quand ça passe ici à travers. Et la diffusion facilitée, c'est quand ça passe par des protéines, mais tout ça sans demander d'énergie. Alors, le cas particulier, et je vous en ai parlé en début d'année, c'est les aquaporines, hein, la diffusion particulière qui est le passage de l'eau, hein, ces canaux qui font passer uniquement l'eau. Quand on a une membrane qui est justement perméable à l'eau et que à l'eau, donc qui n'est pas perméable à autre chose qu'à l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir l'eau qui va passer de part et d'autre de la membrane, mais par contre, le reste ne va pas bouger. L'exemple le plus souvent utilisé, et dont j'ai parlé en début d'année, c'est l'eau salée. L'eau salée, c'est quoi? C'est de l'eau avec du sel. Le sel, c'est quoi? Sel de table. Iode. Ah non, bah oui, il y a l'iode parce que c'est du sel iodé du coup. Donc le sel non iodé, c'est quoi? C'est quoi le sel de table comme molécule? Sodium. Sodium. On est tous d'accord que le N me dit NaOH, donc hydroxyde de sodium. Toi tu me dis sodium, on va rester sur le sodium. Ça, on est tous d'accord, c'est Na. C'est pas NaOH, c'est Na quoi? Na+, en réalité, d'ailleurs. C'est même plus correct. C'est le plus connu. Na quoi? NaCl. C'est le plus simple. Hein. Il est hyper souvent utilisé. Et en réalité, je suis d'accord avec toi que c'est du Na+, et du Cl-. Hein. Donc quand tu mets du NaCl dans de l'eau, en réalité, c'est du Na+, et du Cl- dans de l'eau. Résultat, tu vas te retrouver avec, hop, 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 un verre d'eau, avec des petits Na+, je vais les faire en deux couleurs, comme ça c'est plus simple, et des petits Cl-, quoi. Hop, 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 hop. Et du coup, Na+, et Cl-, c'est bien quelque chose qui est chargé, on est tous d'accord? Donc en gros, ça passe pas à travers la membrane comme ça. Hein, il est polaire, donc il passe pas par la membrane. Donc lui, Na+, ou Cl-, c'est sûr qu'il ne traverse pas en diffusion simple. Au mieux, ça sera en diffusion facilitée, et en l'occurrence, c'est pas le cas. Okay, donc il passe même pas par des canaux en mode gratos. Par contre, l'eau, oui. L'eau, elle passe, ça coûte rien en énergie, elle peut passer par des canaux. Résultat, quand tu vas faire de l'eau salée et de l'eau salée des deux côtés, mais pas avec la même quantité, de l'eau salée et de l'eau très salée.
Vous allez avoir de l'eau salée et de l'eau très salée. Qu'est-ce qui va se passer si vous mettez le même volume, là c'est un tuyau, hein, avec ici la membrane. Une membrane perméable à l'eau uniquement. Donc il n'y a que l'eau qui peut passer. Il y a plein de membranes qui sont perméables à l'eau. Hein. Il y a plein de membranes qui vont juste garder le sel, hein, même hein, genre, des trucs comme ça, genre les filtres à café, ça filtre. D'ailleurs le filtre à café, non, l'eau elle est quand même un peu salée. Il y a plein de filtres qui vont juste garder le sel et qui vont laisser passer que l'eau. Qu'est-ce que vous allez avoir? Automatiquement, vous allez avoir le niveau d'eau qui va changer. Alors essayez de prédire. On en a déjà parlé, donc cette fois-ci c'est pas nouveau. Essayez de prédire. J'ai un tuyau, je mets les deux du même côté. Là, voilà, on va faire l'exercice. J'ai mon tuyau, regardez pas ce truc-là. J'ai mon tuyau comme ça, parce que je ne vais pas encore regarder lequel c'était. Et j'ai, hop. Donc on est exactement au même niveau, on est d'accord. Et là je mets beaucoup de sel et là moins de sel. Qu'est-ce qui va se passer? Si je mets ma membrane qui est perméable à l'eau, regardez pas ça, j'ai plein de sel et de l'eau pas trop salée. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des niveaux? On entend les mouches là. Allez! Le niveau moins salé va monter et on n'a pas rajouté d'eau, donc ça veut dire que l'autre va baisser. Ok. Donc toi tu me dis, là où il y a beaucoup de sel, ça va diminuer, et là où il y a moins de sel, ça va augmenter. Pourquoi? Pour qu'il y ait de l'équilibre. Donc toi tu me dis, là, de l'eau très salée, le niveau d'eau va baisser. Si tu as de l'eau très salée et tu as de l'eau qui s'en va, l'eau elle devient quoi? Moins salée ou plus salée? Plus salée. Donc c'est l'inverse. Ouais. Donc l'idée c'est d'équilibrer le côté salé des deux côtés. Donc si tu as de l'eau salée et que tu veux la rendre moins salée, on l'a déjà dit en cuisine, tu rajoutes de l'eau. Hein, tu dis, ah, j'ai mis trop de sel, tu rajoutes de l'eau. Si maintenant, par contre, tu sales quelque chose, au début ça n'a aucun goût, ça ne goûte pas le sel, tu laisses mijoter ton truc, bon, il y a une partie qui s'évapore et petit à petit c'est de plus en plus salé. Et même la récolte de sel, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Donc on va avoir des bacs avec de l'eau salée et on laisse s'évaporer l'eau et on va se retrouver avec que du sel. Donc l'idée c'est vraiment d'équilibrer les concentrations. Donc, de l'eau très salée, il faut la diluer et de l'eau moins salée, il faut la concentrer, okay, pour qu'elles aient le même niveau de sel des deux côtés. Donc l'eau, elle va équilibrer les concentrations tout simplement en diminuant la quantité d'eau du côté pas salé et en augmentant la quantité d'eau du côté très salé jusqu'à ce qu'on arrive à l'équilibre. Okay, jusqu'à ce que ça soit autant salé de part et d'autre. On est le même niveau de sel des... Si vous goûtez les deux eaux, vous ne verrez plus la différence. Quoi. Alors qu'au départ, vous verrez une eau hyper salée et une eau pas salée du tout. Ça va? Donc ça, c'est le fonctionnement de l'osmose, c'est-à-dire cette régulation des concentrations pour avoir la même concentration des deux côtés. Donc ça, c'est une des techniques qu'a la cellule. Il y avait une question? C'est une des techniques qu'a la cellule pour réguler ses niveaux extérieurs et intérieurs. Hein, elle ouvre les canaux d'eau et elle fait passer de l'eau de part et d'autre. Ça, c'est une manière de fonctionner. Une autre manière, instinctivement, toi, tu aurais fait quoi au lieu de faire passer de l'eau et équilibrer? Tu as de l'eau fort salée et de l'eau pas salée, tu veux les mêmes niveaux, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes du sel d'un côté ou tu fais passer du sel de l'autre côté et hop là, on est bon. Mais le corps, il fait ça aussi. Donc on verra que pour certains éléments, d'eau d'ion, le Na+, d'ailleurs, le Na+, ici on a dit que c'était une membrane qui était perméable que à l'eau, mais en réalité, le Na+, dans certains cas, on va le faire passer de l'autre côté pour équilibrer les concentrations. Okay, donc, il va y avoir différents flux. On a le flux d'eau, ça dépend de ce que tu regardes. Quoi. Soit tu regardes le mouvement de l'eau, soit tu regardes le mouvement des ions. Okay, l'osmose, c'est une analyse dans le cas où il n'y a que l'eau qui peut bouger. Okay, où il n'y a que de l'eau qui rentre ou qui sort. Ça marche? Et on regarde que ce phénomène-là. Quand on vous parle de pression osmotique, ça c'est plus pour votre culture générale. La pression osmotique, c'est parce que je viens de vous dire, quand on fait ce truc ici, là, ce vase communicant, ce tuyau, toi-même tu m'as dit que ça va monter d'un côté, ça va descendre de l'autre.
Alors qu'à la base, c'était au même niveau. Pourquoi c'est au même niveau si tu mets de l'eau dans un tuyau, pourquoi ça arrive au même niveau? Pourquoi c'est pas comme ça direct? Pourquoi ça se fait toujours comme ça? Parce que tu as la même pression atmosphérique des deux côtés. Okay, on subit tous la pression atmosphérique, la pression de l'air, et donc l'air pèse le même poids des deux côtés, et donc ça s'équilibre. Okay, si tu pousses d'un côté, si tu souffles d'un côté, tu augmentes la pression d'un côté, et bon, ça monte. On est tous d'accord? Mais donc du coup, sa capacité à pousser d'un côté pour remonter, tout ça pour équilibrer tes réactions, ça veut dire que ici, quand ça monte, ça pousse contre la pression. Tu es d'accord avec moi? Hein? Donc tu as la même pression des deux côtés, et c'est-à-dire que d'un côté, ça pousse plus de ce côté-là, mais donc ça pousse pour faire remonter l'eau. Et bien ça, c'est pour ça qu'on parle de pression osmotique. C'est la force avec laquelle elle arrive à pousser l'eau. Okay, elle arrive à contrer la pression atmosphérique en poussant le niveau vers le haut. C'est juste ça. Donc la pression osmotique, quand on vous parle de pression osmotique, c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pression osmotique, elle n'est pas négligeable. Le flux d'eau, eh ben, vraiment, il va contre la pression atmosphérique et donc il arrive à pousser réellement. Il a une certaine force. Pourquoi c'est intéressant à comprendre? Mais parce que ça a toute son utilité, je vous ai dit, dans les globules rouges qu'on a vu en physio. Puisque là, la pression ici, elle est forte. Ça veut dire que si dans ton globule rouge, par exemple, tu as quelque chose qui est très très concentré et que tu le mets dans un milieu qui n'est pas du tout concentré, dans de l'eau pure, il va essayer de... Il se dit, bah, il y a plein de trucs à l'intérieur, il n'y a rien dehors, il fait rentrer l'eau pour essayer d'équilibrer, et il fait rentrer tellement d'eau que la pression osmotique est tellement forte qu'elle éclate la cellule. Okay. Tu te dirais, bah, tu remplis, une fois que c'est rempli, ça rentre plus, puis ça s'arrête. Bah non, la pression osmotique, elle est plus forte encore que la pression de résistance, si vous voulez, et donc du coup, elle va faire éclater le rouge. Donc, ces histoires de pression, et pourquoi c'est important? C'est ce que je vous disais la fois dernière, c'est ce qui fait que vous n'aurez jamais à l'hôpital une perfusion d'eau pure. Si vous aviez une perfusion d'eau pure, votre sang, ça, il diluerait à fond, ça serait presque de l'eau pure, donc vos globules rouges, ils flotteraient dans un liquide qui est pratiquement pur, du coup, ils gonfleraient et ils éclateraient tous. Donc si on te fait une perfusion d'eau pure, tu crèves direct. C'est pour ça qu'on vous fait des perfusions au glucose ou au sel. Si vous regardez, si un jour vous êtes hospitalisé, vous verrez sur le petit sachet pour nos infirmières. Je ne sais plus c'est qui a fait un film. Donc, tu mets jamais une perfusion d'eau pure. Tu as toujours glucosé ou salé ou machin. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est que sinon, tu éclates tous tes globules rouges. Ok? Donc ça, c'est pour le passage de l'eau à travers les membranes. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir expliquer. Hein, parce qu'en plus, on le voit en physio et en bio. Ça, on l'a déjà vu, hein, avec, je vous ai dit, les végétaux qui, eux, sont du coup capables de résister parce qu'ils ont une membrane et donc ils n'éclatent pas comme la cellule animale. Et donc, ça, c'est pour le transport de l'eau. Il y a d'autres éléments qui vont aussi passer avec du transport facilité, hein, de la diffusion facilitée. Donc, on a la diffusion simple à travers la membrane, une diffusion facilitée. C'est des plus grosses molécules, hein, des molécules polaires, des ions, du glucose, tous ces éléments-là. Elles vont passer par des protéines qui sont donc soit des canaux, soit des perméases. C'est le schéma qu'on avait. Le canal, c'était plutôt comme une paille, et les perméases, c'est déjà, il y a un petit mécanisme, hein, de base, hein, un truc basique. Elle va toujours dans le sens du gradient de concentration. Donc, l'eau, alors, là, pour l'osmose, c'est l'inverse, mais en réalité, c'est parce que ça va toujours là où il y a le... Ça va toujours de là où il y en a le plus vers là où il y en a le moins. Ok? L'osmose, elle va dans l'autre sens. En réalité, elle va de là où il y a le moins d'eau vers là où il y a le plus d'eau. Elle va donc du coup de là vers là où il y a plus de sel, moins de sel vers là où il y a le plus de sel. C'est l'inverse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'osmose, c'est l'inverse de ce que je vous explique. Pourquoi? Parce que l'osmose, elle va essayer d'aller diluer, hein, elle va chaque fois essayer d'aller diluer des éléments plus concentrés. Donc l'eau va aller de l'endroit le moins concentré en sel vers l'endroit le plus concentré en sel. On est d'accord? Alors que ici, quand on dit que ça va dans le sens du gradient, là c'est le sel qui bouge. Okay, c'est plus l'eau, c'est le sel qui bouge, et le sel, il va aller de l'endroit le plus concentré en sel vers l'endroit le moins concentré en sel. On est d'accord? C'est l'inverse, mais le résultat est le même. Ça atténue les concentrations. Ça va? Et donc du coup,
ce qui est facilité, c'est ce qui va suivre le gradient de concentration. On l'a déjà vu dans la respiration avec les H+, vous vous souvenez? Les H+, vous avez dit, on charge dans le phosphorylation oxydative, on faisait sortir des H+, et on chargeait entre les deux membranes, on mettait plein de H+, et je vous disais, et instinctivement, ils vont revenir. Hein, l'ATP synthétase, là, ou synthase, je ne sais jamais si vous avez compris laquelle. Synthase, hein. Chaque fois je rajoute un truc, mais c'est synthase, effectivement. Donc l'ATP synthase, parce que chaque fois je fais synthèse jusqu'au bout. Donc l'ATP synthase, elle fonctionne grâce à ça. C'est-à-dire que tu pousses plein de H entre deux membranes, tu charges à fond cette zone-là, et je vous avais dit, toute seule, elle va revenir. Et ça coûte pas d'énergie. Hein, rééquilibrer les concentrations, ça coûte rien en énergie. S'il y a plein de H+ d'un côté et qu'il n'y en a pas de l'autre côté, ça va se rééquilibrer et c'est gratuit. Hop, ça repasse par des perméases. Ok, et en l'occurrence, celle-là, elle en profite pour fabriquer de l'ATP. Mais non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si maintenant tu fais sortir plein de, on va prendre un autre exemple, de Na+, donc tu fais sortir plein de Na+ d'un côté, et bien tout seul, ça va re-rentrer pour essayer de rééquilibrer. Ça va? Et ça coûte rien en énergie. Donc, elle suit, comme elle essaye de rééquilibrer, tout ça c'est gratuit. Ça ne coûte pas d'énergie. Il y a un transporteur ou ce qu'on va appeler un ligand. L'idée c'est de dire quoi? C'est que dans certains cas, il faut la sortie de l'un pour la rentrée de l'autre. Hein? Dans certains cas, il va falloir faire sortir quelque chose pour faire rentrer autre chose. Ça, on verra plus tard. Et par contre, la vitesse du transport du ligand est proportionnelle à la concentration. Hein? Saturation des transporteurs. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'effectivement, comme ça passe par des protéines, c'est du trafic. Hein? C'est tout simplement comme le trafic, eh bien, il y a un moment, s'il y en a trop à faire passer, ça va aller plus lentement que... Enfin, ça dépend du nombre de protéines que tu as. Si tu as plein de canaux, plein de protéines qui permettent la sortie et la rentrée, ça va aller assez vite. Si tu n'en as que un, il va y avoir un embouteillage, donc ça ira plus lentement. Ça n'empêche que tout ça est quand même plus rapide que la diffusion simple. Donc la diffusion simple à travers la membrane, c'est vraiment lent. Ça ne coûte pas d'énergie, mais c'est vraiment lent. Ici, ça ne coûte toujours pas d'énergie. C'est un peu plus rapide, mais il y a une saturation quand même. Parce que du coup, ça ne traverse pas à travers tout. Ça traverse par des endroits particuliers. Là où ça traverse bien. Mais bon, à des endroits spécifiques uniquement. Donc, on est dans une sorte d'entre-deux. Donc, on a la diffusion simple à travers la membrane. C'est lent. C'est pour les molécules qui ne sont pas polaires ou les graisses. Facilité, c'est pour ce qui est polaire. En dehors des graisses aussi. Des éléments qui sont plus gros. Des molécules plus grosses. Elles sont facilitées, donc elles ont une aide. Elles passent par des protéines. C'est déjà un petit peu plus rapide, mais c'est pas encore l'optimum. Et elles vont dans le sens du gradient de concentration. Donc elles vont tendre à équilibrer les concentrations. Si on a trop d'un côté, elle le fait passer de l'autre. Avec l'exception pour les aquaporines, qui elles vont à l'inverse du gradient de concentration. Vous avez vu qu'il y avait des cours qui étaient déjà mis en ligne? Sur Smart School, j'ai mis une partie des PowerPoint. Jusque là, d'ailleurs, je crois. Super, alors. Donc, diffusion simple et diffusion facilitée. Nouveau pour ceux qui préfèrent les images. Hein. Diffusion simple, je vous dis O2, c'était un bon exemple. CO2, c'est pas polaire non plus parce que contrairement à l'eau, le CO2, il se fait CO2. Et donc ici, les forces s'annulent. Donc là aussi, il n'y a pas un endroit qui est plus chargé que l'autre. Là, c'est parce que c'est une forme particulière qu'il y a un endroit plus chargé. Donc ici, c'est aussi quelque chose qui est apolaire. Les lipides et l'eau. Et l'eau d'ailleurs, c'est pas complètement correct. Ici, ils ont fait une erreur, hein, parce que dans ce schéma-ci, ils mettent l'eau là, mais elle passe par des aquaporines. Donc, ici, on va avoir donc, cette diffusion simple à travers les canaux et ici, les protéases. Donc, les deux possibilités de type perméase du protéase. Pas protéase du tout, perméase. Donc,
Ici, on va avoir les canaux et ici, les perméases, donc qui permettent la perméabilité de la membrane, tout simplement. Tout ça, toujours gratuit, cadeau, ça ne coûte pas d'énergie. Et puis justement, autre possibilité, c'est le transport actif. C'est celui dont on a parlé toujours dans la respiration. Je vous dis, on charge DH+, il y en a plein, mais on continue à charger. Ça, par contre, ça coûte. Ça coûte en énergie. Et donc là, pour faire ça, si tu ne suis pas le gradient de concentration, c'est-à-dire qu'il y en a déjà beaucoup et tu continues à en mettre, eh bien, c'est exactement la même chose que dans la nature, c'est une pompe, tout simplement. Hein, c'est ce qu'on fait, hein, on pompe les pompes, c'est ça le but aussi. Hein. C'est aller chercher de l'eau et aller à l'inverse du courant. Et ben là, du gradient ici, on va à l'inverse du gradient, donc on charge alors que là où il y en a déjà beaucoup, résultat, on a besoin d'une pompe et ça nous coûte de l'énergie. Donc c'est des protéines qui ne sont ni des perméases ni des canaux, cette fois-ci des pompes. Ok? Et elles fonctionnent différemment, donc c'est toujours des protéines transmembranaires, mais elles fonctionnent différemment parce qu'elles ont besoin d'ATP pour fonctionner. Donc l'énergie ici c'est bien l'ATP dont on parle. Okay. Sans ATP, elles ne savent pas fonctionner. Donc ça c'est la grande différence entre le transport facilité, hein, la diffusion facilitée et le transport actif. Donc les deux premiers qu'on a vus, c'est du transport passif. Diffusion simple et diffusion facilitée. Et ici, on est dans le transport actif. Actif parce que ça a besoin d'énergie. Ça se fait pas tout seul. On a différentes pompes. Les pompes à Na+, K+, on verra longuement. Les pompes à Ca+, et les pompes à H+. Les pompes à H+, les pompes à protons, vous en avez tous. Une pompe à protons qui fonctionne assez bien, c'est par exemple les pompes à protons de vos estomacs. Hein, dans l'estomac, c'est déjà acide, mais on rajoute encore du H+, on veut que ce soit plus acide encore. Donc tes pompes à protons, elles fonctionnent pour envoyer du H+, au centre de ton estomac pour que le pH, donc l'acidité de ton estomac, reste bien élevé, que ce soit bien acide. Okay. Donc dans le corps humain, ces pompes à protons, elles ont un rôle hyper important. Hein. Et dans la digestion, elles ont un rôle hyper important. Et d'ailleurs, les gens qui ont de l'acidité dans l'estomac, ceux qui prennent des petits médicaments tous les jours, eh ben, souvent, ceux qui ont des ulcères ou des trucs comme ça, alors ils doivent prendre, en Belgique c'est du Pentomède, mais je ne sais plus le nom, le truc du Tazol, je ne sais plus le nom scientifique, mais bon voilà, la marque ici c'est du Pentomède, par exemple, mais ça bloque les pompes à protons. C'est un bloqueur de pompes à protons. Donc, les pompes à protons, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, et les pompes à Na+, K+, celles-là on va beaucoup les voir dans le système nerveux. Elles ont un rôle très important, ainsi que les pompes à Ca+, mais Na+, K+. Donc, transport actif, en version imagée, ça donne quoi? ATP, hein, ce que j'ai écrit. Cette fois-ci, ça c'est l'exemple des pompes à Na+, K+. Cette fois-ci, elles vont fonctionner comme les perméases, hein, elles s'ouvrent, elles se ferment, mais cette fois-ci pas gratuitement. Hein. Elles ont besoin d'énergie pour s'ouvrir et se fermer, donc c'est quelque chose de plus complexe. Les pompes à Na+, K+, comment est-ce qu'elles fonctionnent? On va avoir par exemple du sodium à l'intérieur, qui va se mettre, c'est une protéine, donc c'est nouveau, elle a une forme particulière avec un site actif. Hein. Vous vous souvenez? On l'a vu avec les compétitions, les trucs, les machins, donc il y a une forme, et cette forme elle correspond exactement à 3 sodiums qui viennent se mettre. Une fois que les 3 sodiums sont là, et qu'ils bouchent ce trou, la protéine change de forme. Elle se lie avec le sodium et donc elle change de forme. Elle change de forme et du coup en fait son changement de forme l'ouvre vers l'extérieur. Ok? Les 3 Na+ se dégagent. Du coup elle est ouverte vers l'extérieur, mais cette fois-ci le site actif, ça n'est plus celui qui est en dessous, qui est pour 3 sodiums. Le site actif qu'on voit de ce côté-ci, c'est un site actif pour 2 potassium. Elle a changé de forme, on a dit. Hein. Les 2 potassiums se mettent dedans. La protéine rechange de forme et elle revient de l'autre côté. Les 2 K+ sont libérés et elle reprend sa forme de base. Elle est de nouveau prête à recevoir 3 sodiums. Les 3 sodiums s'accrochent, elle change de forme, ils se détachent, le site actif se libère pour 2 potassiums. Les 2 potassiums s'accrochent, elle rechange de forme, ils se libèrent, ça relibère la place pour les 3 sodiums. Ça va? Donc comme ça, elle a un site d'accroche pour du potassium et comme ça, elle a un site d'accroche pour du sodium. Comme ça pour du K+, comme ça pour du Na+.
Et à chaque fois que ça rentre, eh ben, elle change de forme et donc elle devient prête à accueillir du K+. Elle reçoit le K+, elle change de forme, prête à accueillir du Na+, prête à accueillir du K+, prête à accueillir du Na+. Et c'est comme ça qu'en fait elle fait sortir et rentrer des éléments. Ici en l'occurrence, c'est une pompe particulière, hein, puisque elle va faire sortir 3 Na+, et rentrer 2 K+, toujours. Okay, donc dans son mode de fonctionnement, elle en fait sortir 3, elle en fait rentrer 2. Vous comprenez qu'en termes de charge, tu fais sortir 3 charges positives, tu fais rentrer une charge positive, 2 charges positives, 3 charges positives, une charge positive, 3 charges. Tu es en train de dérégler les charges. Tu en fais chaque fois sortir 3, tu n'en fais rentrer que 2. Donc l'extérieur devient de plus en plus chargé positivement. Et donc on est bien dans un déséquilibre de charge. Ici, c'est pas vraiment un déséquilibre de concentration, mais surtout un déséquilibre de charge. Résultat, on est bien contre le gradient. Hein, on n'essaye pas d'équilibrer les charges, on déséquilibre les charges, donc ça consomme de l'énergie. Pour le faire, on pousse des charges positives à l'extérieur alors que c'est déjà plus positif à l'extérieur. Et on continue. On amplifie la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc là, on est bien dans du transport actif. Et donc là, ça diffuse contre le gradient de concentration. Hein, le fait de diffuser, c'est le terme générique pour dire que ça traverse la membrane. Et on a vu qu'on avait la diffusion simple, ça traverse la membrane. Diffusion facilitée, ça traverse la membrane à travers des protéines, mais ça ne coûte pas d'énergie, et ça va dans le sens du gradient. Donc là, on a des canaux ou des perméases. Et puis après, on a la diffusion transport actif, où là, ça consomme de l'énergie, ça va à l'inverse du gradient de concentration, et cette fois-ci, ce sont des pompes. Ça que vous retenez. Ça va? Maintenant, évidemment, il y a des petites subtilités. On avait vu dans la respiration qu'il y avait des pompes qui faisaient sortir du H+, à l'inverse du gradient. Là où c'est déjà concentré, on continue à en mettre. Donc ça consommait de l'énergie. C'est ces petites décharges électriques que je vous disais. Hein. C'est le NADH là, qui fournissait l'énergie pour faire sortir tout ça. Et donc, on a une pompe qui fait sortir quelque chose, et ensuite un canal qui lui permet de rentrer. Ici, c'est la même chose qui sort et qui rentre. Mais vous avez bien compris qu'en fait, on fait sortir du H+, dans le but qu'il re-rentre. Hein, et qui, du coup, il active comme un moulin, là, il active mon ATP synthase. Il y a plein de fois où ça fonctionne comme ça. On fait sortir quelque chose dans le but que, du coup, il y a autre chose qui rentre. C'est pas toujours la même chose. Hein, parfois, on fait sortir quelque chose pour faire rentrer autre chose. Et donc, l'idée de ça, c'est de comprendre qu'on va avoir parfois ce qu'on appelle les antipores. Les antipores, c'est-à-dire que tu dois faire rentrer quelque chose pour faire sortir quelque chose. Ici, c'est cet exemple-là. Okay, on va avoir rentrée de sodium pour une sortie de calcium. Sympore, c'est on va faire sortir quelque chose parce qu'après, quand il va revenir, il va prendre quelque chose avec lui. Donc, on va faire, par exemple, plus loin, on fait sortir du sodium parce que quand il va re-rentrer, il va embarquer avec lui des acides aminés. Ou bien on fait sortir du sodium parce que quand il va revenir, il va embarquer du glucose avec lui. Okay, donc dans certains cas, on va créer une différence dans le but que quand ils reviennent, il emporte quelque chose avec. C'est le sympore, ils viennent ensemble. Et l'antipore, on fait sortir quelque chose parce que du coup, quand il va rentrer, ça va permettre de faire sortir gratos du H. Ou quand le sodium re-rentre, il fait sortir du calcium. Okay, donc on va faire un transport actif qui va induire un échange passif. Okay, donc c'est un transport, cette fois-ci, qui est gratuit dans un deuxième temps, mais en fait ça t'a coûté parce qu'avant ça, c'est une pompe qui a fait le déséquilibre. Donc il a fallu du transport actif pour que ça se passe. Ça va? Et que ça se passe en sympore ou en antipore. Donc, comment fonctionne ta cellule? Elle essaye de limiter le nombre de pompes, hein, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'ici, on donne 2 fois l'exemple du sodium, d'ailleurs. Parce qu'on a pas mal de pompes à Na+, K+. Hein, donc, on a dit qu'on faisait sortir plein de Na+. Et donc, très souvent, on fait sortir du Na+, dans le but, en fait, qu'ils reviennent. Et qu'ils reviennent avec quelque chose. Okay, ou bien qu'ils reviennent et que ça permette de faire sortir autre chose. Ça va? Et dernier sur le transport actif, où ici vous allez avoir ma pompe à Na+, K+,
Et donc, c'est ce qu'on vous montre. Vous allez donc avoir votre Na+, Ka+, donc ça fait sortir du sodium et rentrer de potassium. Et le fait qu'il y ait trop de sodium à l'extérieur, eh ben, il va vouloir revenir, comme le H+. Il y en a plus dehors que dedans, donc il va essayer de revenir. Eh ben, un peu plus loin, il va revenir, et en revenant, il embarque le glucose avec lui. Ça va? Donc, dans le transport, je vous disais, ben, il y a des éléments qui traversent des canaux, des aquaporines pour l'eau, ou bien des perméases. Il y a pas mal de perméases qui fonctionnent que s'il y a autre chose. Okay? Elles vont réguler les concentrations en sodium, et au passage, elles font rentrer du glucose. Mais donc, du coup, elles dérégulent, elles font rentrer plus de glucose que ce qu'il y a à l'extérieur. Elles font rentrer tout le glucose, en réalité. Donc, ça veut dire qu'il y a un transport actif qui va après bénéficier à un transport passif qui amène autre chose avec lui. C'est clair pour tout le monde, ça? Tu fais sortir plein de trucs dans l'espoir que quand ils reviennent, il embarque quelque chose avec lui. Et il va revenir. Parce que du coup, il y en a beaucoup trop dehors, donc il va essayer de rééquilibrer. Ça va? Ça, c'est pour le transport, il est midi 5. Donc, on va faire une pause. Parce que vous n'allez pas subir le fait que l'informatique ne fonctionne pas. Et je vais passer ma pause de midi à trouver pourquoi ça marche pas. C'est parti, pause. On se revoit à 13h.